suis un architecte qui aime construire et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. C'est une architecture qui doit rendre les gens heureux. Qui doit concevoir la ville de demain? Est-ce qu'elle doit être faite par, comme actuellement, 90% d'hommes? Quelle est la part belle à l'invention, quelle est la part donnée au rêve et parfois à l'effet de surprise qui fait qu'un projet peut être différent et magique? La fondatrice de l'agence Maud Cobé Architecte vit à Bruxelles, travaille à Paris, navigue d'un chantier à l'autre tout en faisant escale dans son agence de l'avenue Parmentier, non loin de Bastille. Alors, ça n'a pas été simple d'arriver à lui voler un peu de son temps. L'architecte est telle qu'on l'imaginait après nos échanges par mail. Chaleureuse, vive et attentive, courant d'un bureau à l'autre, priant ses collaborateurs et surtout ses collaboratrices, il n'y a que 3 garçons sur les 20 collaborateurs de l'agence, de ne pas faire de bruit pour l'enregistrement. Le temps d'une conversation, nous sommes entrés dans son monde, au cœur d'une tornade, et ça a été un régal de se laisser embarquer. De son parcours d'architecte, femme et féministe, à ses relations avec la maîtrise d'ouvrage, en passant par son regard sur les crises sanitaires et sociales que nous traversons, elle a esquissé son autoportrait avec beaucoup d'humour et d'acuité. Maud Cobé, c'est à vous. Mon père a été marin, il a beaucoup voyagé, donc j'ai eu la chance de traverser de nombreuses mers et de nombreux océans pendant mes étés. Et ce rythme de la vague et de l'océan et de la contemplation était vraiment en pleine contradiction avec ce que je vivais au quotidien avec mes parents qui étaient parallèlement, mon père était dans la Formule 1, donc il avait la chance de voyager à travers le monde et donc ce rythme était cadencé entre les voyages et la contemplation pendant les vacances, et une maman, fille d'expatriée du Maroc, qui est devenue une super femme, une grande chef d'entreprise, numéro 2 d'une grande boîte dans l'automobile et dans l'industrie, milieu très machiste, mais elle a réussi avec brio à s'en sortir et je suis très fière d'elle. Voilà, donc ce doux mélange de personnes qui savent où ils veulent aller, en même temps des beaux rêveurs. Je me suis très vite heurtée à cette forte pression des ateliers des Beaux-Arts. Oui, j'étais à Paris, la Seine, et c'est UP9 ou UP6, je confonds toujours les Beaux-Arts. J'étais sur le site des Beaux-Arts qui est Malaquais. J'avais pris l'atelier Noisette, que je ne citerai pas, qui était l'atelier où il y avait le bizutage le plus fort, etc. Et moi, je ne savais pas, en fait, je trouvais ça sympa, le Noisette. Et donc, à 18 ans, avec cette envie d'apprendre plein de choses, j'ai adoré parce que site extraordinaire, j'ai rencontré des gens passionnants, mais en revanche, je me suis très vite rebellée contre cette pression des ateliers où il y avait la hiérarchie, le côté très patriarcal, monarcal, et où la puissance de l'homme, et là on parlera peut-être du féminisme après, et grosso modo, il fallait charité, il fallait dormir, il fallait vivre avec les architectes H24, et je considère que c'était beaucoup trop sclérosant et j'avais besoin de respirer, d'apprendre l'architecture aussi à ma façon. Donc j'ai rencontré des professeurs super et j'ai adoré, et surtout des professeurs en dessin. J'ai eu la chance de dessiner, de croquer des nus dans le centre des Beaux-Arts, qui est absolument extraordinaire. Et après 2 ans d'apprentissage aux Beaux-Arts, j'avais eu l'envie de voyager, justement de partir et de trouver une école beaucoup plus ouverte, plus horizontale, où on avait un peu, je dirais, être un peu trop libre et pouvoir fuir un peu cette pression. J'ai fini à l'école Paris-La Villette et j'ai trouvé ça très intéressant puisque c'est une école qui était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus grande, et donc on était un petit peu, je dirais, des électrons libres, et on choisissait des modules d'architecture, de technique, de scénographie, avec des professeurs qui venaient de Suisse, d'Asie, etc. Donc c'était très intéressant et j'ai pu composer à ma manière un peu les palettes de disciplines macro et micro que je voulais croiser pour pouvoir faire ma propre idée de l'architecture. Je considère que les écoles d'architecture en France sont exceptionnelles et elles sont très complémentaires. Néanmoins, je pense qu'il y a un renouveau important à faire dans la façon dont on explique la profession. Pourquoi effectivement si peu de femmes, même si ça change, dirigent leur propre agence? Je pense qu'il y a une forte pression
On parle de la charge mentale des femmes, et c'est vrai quand on essaie d'avoir une vie familiale à côté, il y a toujours ce critère d'horaire qui est assez pénalisante. La pression sociale également de ne pas devoir chariter, la pression sociale d'être à la hauteur. Moi, c'était une évidence, j'ai toujours voulu... j'aime cette notion de liberté. En fait, une fausse liberté, parce qu'on a quand même cette contrainte de voir des comptes, dans la qualité de ce qu'on dessine vis-à-vis de ses collaborateurs. Après, effectivement, dans les pays scandinaves, je pense qu'il y a une équité qui n'est pas encore celle que nous avons, nous, en France, même si, encore une fois, ça change. Alors, on parle de discrimination positive, on parlera d'égalité. On m'a posé une fois la question, Maud, est-ce que tu es féministe? Et c'est marrant, et beaucoup de femmes de ma génération n'osent pas trop le dire, mais en fait, si tu poses la question, mais qu'est-ce que ça veut dire le féminisme? Ça veut dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors oui, moi je crie haut et fort, je suis féministe. Voilà, c'est-à-dire que pendant 200 ans, les hommes, il y a eu une discrimination positive qui s'est faite envers les hommes. Les femmes n'avaient pas le droit d'accéder à la commande de l'art. Pourquoi maintenant nous ne ferons pas une discrimination positive comme on a pu le faire en politique? Alors au début on rigolait, maintenant quand on voit cette image de l'Assemblée nationale ou des sénateurs qui sont quand même bien équités d'un point de vue genré, on se dit mais en fait finalement on aimerait bien plus souvent qu'il y ait des prises de parole, qu'il y ait des débats, que des agences d'architecture qui sont tenues par des femmes soient plus facilement affichées. Et si la discrimination positive à travers des concours peut l'aider, moi je ne dirais pas non finalement. Je pense que quand on choisit des équipes dans des listes d'agences d'architecture, je pense que c'est bien de faire attention. Alors au début ça m'énervait, on me disait oui on a pensé à toi parce que tu es une femme, alors je disais en rigolant mais rassurez-moi, vous trouvez que vous aimez l'architecture que nous créons quand même? On me dit mais bien sûr. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, si on fait plus attention et qu'on s'efforce à faire une équité dans ces listes-là, dans l'embauche, dans tout, de manière générale, ça peut aider. Et je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. En fait, ça pose la question de l'architecture. Et qui doit concevoir la ville de demain? Est-ce qu'elle doit être faite par, comme actuellement, 90% d'hommes, finalement? Puisque tu te rends compte à travers les agences d'architecture que beaucoup sont tenues par des hommes, donc indirectement, tu te dis, finalement, c'est beaucoup d'hommes qui conçoivent la ville de demain. Alors, je provoque, puisque dans les agences d'architecture, il y a des femmes, donc c'est pas forcément que les fondateurs et les gérants qui conçoivent, c'est toute une équipe. Il y a peut-être une trop grande différence entre la culture de l'architecture auprès des étudiants en école d'architecture qui forment des jeunes étudiantes et étudiants doués, brillants, hyper cultivés, qui voyagent de plus en plus. Et peut-être effectivement cette génération d'hommes et de femmes politiques qui changent heureusement, mais qui n'ont pas forcément la même culture. Et parfois, comme tu le disais, il y a une symbiose qui se fait et on fait les plus beaux projets avec les plus grands maîtres d'ouvrage. Qu'ils choisissent, donc ils décident. Et l'acte politique, c'est de décider et de choisir. Alors parfois on peut se tromper, mais on ne peut pas leur en vouloir de trancher. Et puis parfois on tombe sur des maires qui ont effectivement, sous couvert d'avoir peur de ce que vont penser les autres, vont voter pour des projets entre deux, des projets mous, des projets tièdes. Et du coup, on a une architecture qui se dit à l'écoute de ses habitants, et en fait, on sous-estime ces habitants qui n'ont qu'une envie, en fait, c'est qu'on les challenge. Et quand on me dit, Maud, je sais très bien les gens pour qui tu vas construire, fais-nous confiance. En fait, on a envie de dire, mais travaillons-nous avec des sociologues, travaillons avec des géographes, faites-nous confiance, nous les architectes. Et ensemble, on va pouvoir réaliser un projet le plus ad hoc possible. Et le maire doit s'ouvrir à cette nouvelle culture. Et on est en changement, mais il y a encore beaucoup de boulot, je pense, effectivement. De plus en plus, on fait appel à des architectes et on leur donne un cahier des charges monstrueux, avec des normes sur la réglementation. Alors évidemment, la réglementation environnementale, elle est hyper importante et les futurs qui vont venir sur, je pense notamment à la RE 2020, elle est peut-être que bénéfique. Alors après, dans sa réalisation, effectivement, elle peut être contraignante et puis je crois qu'elle n'est pas prête et puis il y a beaucoup de gens qui se relèvent déjà contre cette idée d'avoir une obligation d'objectif. En revanche, oui, comment faire pour pouvoir faire le tri entre toutes ces réglementations, ce cahier des charges qui t'oblige à donner finalement une réponse qui est écrite à travers un texte complètement contraint. Quelle est la part belle à l'invention, quelle est la part donnée au rêve et parfois à l'effet de surprise qui fait qu'un projet peut être différent et magique. Effectivement, tous ces consultants, tous ces aides à la maîtrise d'ouvrage, alors parfois ils ont du bon quand ils sont avec nous et qu'ils nous challenge. Moi j'aime bien les notions de nous pousser à aller au-delà de ce qu'on sait faire et ça me va très bien.
En revanche, effectivement, on a en face de nous une multiplication d'acteurs et au final, encore une fois, si c'est pas pour nous challenger, si c'est pour nous mettre des bâtons dans les roues, ça devient compliqué. Alors en revanche, il y a pas mal de compétitions qui ont eu lieu ces dernières années où j'ai eu la chance en tout cas de pouvoir gagner, et c'est ce qui nous a fait un peu plus connaître. C'est ces appels à projets participatifs où finalement avec le constructeur, l'entreprise, l'aménageur et le maître d'ouvrage, eh bien ensemble on est liés et on essaie d'imaginer un projet qui sera le plus juste possible. Il y a la notion d'assistant à maîtrise d'usage, la MU, qui vient d'arriver. Et je pense que c'est très bien de nous challenger sur des projets où l'homme, finalement, il revient au cœur du projet et non pas le programme. Ce n'est pas un programme fonctionnel, c'est un programme d'usage. Partons de l'usage et construisons un projet. Et ensuite, les typologies en découleront. Alors on est encore entre deux et je pense qu'il faut laisser le temps de ce changement de façon de travailler pour pouvoir muter dans les prochains mois et les prochaines années vers des nouveaux réflexes. Après, pour revenir aux donneurs d'ordre et à nos élus et aux nos maires qui finalement font un peu la pluie le beau temps, je pense qu'ils sont aussi victimes de cette notion de court terme et de long terme où ils ont un objectif de court terme et malheureusement, pour construire une ville, il faut avoir un cap comme un navigateur qui vise son île, et bien il faut avoir ce cap et c'est pas en 2-3 ans, c'est peut-être en quelques années, voire quelques décennies. Donc on se pose la question du court et du long terme qui est extrêmement important dans la façon de construire la ville et de penser la ville. Et malheureusement, je pense que la façon dont sont codifiées les élections, on retrouve des cycles qui sont fatigants pour nous. Non, le Grand Paris, je pense que c'est une chance à saisir. C'est donner une chance à Paris et au Grand Paris, donc toutes les villes qui sont autour de Paris, de pouvoir créer une mégapole, une agglomération plus importante, plus résiliente, qui va pouvoir sourcer le maximum de réseaux, de connexions d'un point de vue mobilité. La mobilité est extrêmement importante. Et puis avec les crises, on se rend bien compte qu'elle va permettre de diminuer les écarts entre la densité et les villes qui sont autour et qui sont diffuses. Donc il y a un travail d'aménagement urbain extrêmement important, le temps qu'on va passer dans les transports en commun. Et donc cette nécessité de Grand Paris, d'imaginer un réseau social, économique, sanitaire, culturel, environnemental, il doit être pensé avec une volonté politique forte et de long terme. Donc moi j'y crois énormément. Après, effectivement, il va falloir que ça s'organise avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de courage. J'ai cru comprendre qu'il y avait des effets d'annonce qui avaient un peu séduit beaucoup de villes. Est-ce qu'on va arriver à garder le cap? Il est temps maintenant, quand on annonce des choses, d'aller jusqu'au bout des choses et de s'investir en faisant les choses. Non plus en parlant, mais en les faisant. Alors, je suis un architecte qui aime construire et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. En fait, la crise qu'on vit actuellement, la crise de la pandémie, c'est une crise, j'ai envie de dire, malheureusement, qui s'additionne avec les autres crises qui ont déjà eu lieu. On a eu la crise, des crises politiques, des crises liées aux attentats, des crises planétaires. On a eu des crises sociales, les mouvements des féministes avec les MeToo. Nous avons eu avant, les crises des banlieues dans les années 2000. Donc en fait, toutes ces crises, j'ai envie de dire, ne font que, elles sont cycliques. Elles s'additionnent, elles se retrouvent et en tronc commun, et bien effectivement, on a la crise environnementale qui existe depuis maintenant des années. Donc il y a une urgence climatique, je n'ai pas utilisé ce terme-là, mais enfin, bon, elle est quand même devant nous. Et donc non, pour moi, la pandémie ne fait que catalyser un phénomène qui était déjà enclenché avant et qui met en exergue le fait que le système dans lequel nous vivons, qui a été conçu, n'est plus le bon et qu'il va falloir revoir les fondements les fondements politiques, économiques et sociaux de notre ère et peut-être passer à des choses nouvelles. Donc si parfois ça doit passer par des cataclysmes, au moins profitons de ces périodes de crise pour pouvoir se ressourcer, se réinventer et repartir sur de nouvelles bases. Donc je le vois plutôt comme un effet bénéfique. Je ne dis pas que la crise est bénéfique, la crise de la pandémie que nous vivons, mais en tout cas le fait d'avoir des crises, je pense que c'est salvateur. L'accès à l'information immédiate, ça fait des prises de décision peut-être parfois trop hâtives. Il faut afficher une information pour rassurer, etc. Et parfois,
Le fait d'attendre, de réfléchir, de se poser, d'avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire de regarder ce qui s'est passé et de dire bah, tiens, si on refait la même erreur, il va y avoir une autre conséquence. Je pense que c'est important effectivement de se poser et de diagnostiquer les avantages et les inconvénients de chaque chose. Après, l'accès au savoir, ça peut être extrêmement intéressant pour nous les architectes, pour avoir à apprendre comment on peut construire des bâtiments, les bâtiments du futur avec une technologie différente, travailler avec des ingénieurs en instantanéité, s'adapter, voir comment certaines régions dans le monde ont pu inventer des dispositifs de construction assez habiles et différenciants. Quand j'étais étudiante en architecture, quand on me demandait un projet et qu'on avait 3 semaines pour le rendre, eh bien, pour élaborer ce fameux rendu, on allait à la bibliothèque, on allait chiner dans les bouquins, on allait s'informer dans les librairies. C'est vrai que maintenant, on a un accès instantané à des bases de données ahurissantes qui fait qu'on peut très rapidement imaginer des choses qui vont d'exception. En revanche, parfois, du coup, on oublie un petit peu les raisons pour lesquelles on nous appelle, les raisons pour lesquelles on dessine, les raisons pour lesquelles on va façonner la ville. Et donc, ce temps-là qu'on a gagné, on devrait le laisser un peu mijoter pour pouvoir avoir un retour un petit peu plus posé sur ce pourquoi on travaille. On a l'impression, et c'est un petit peu ce qui nous attend, le gros challenge de nos enfants et nos petits-enfants, c'est comment ils vont pouvoir travailler, vivre dans un milieu robotisé. Donc l'ordinateur est un robot, et le sera de plus en plus, et puis notre table sera peut-être robot, etc. Et donc qui garde la main? Est-ce que c'est nous les architectes, est-ce que c'est nous les hommes qui gardons la main, ou est-ce que c'est elle qui se retourne contre nous et qui finalement on devient esclave ou même... C'est vrai que les maîtres d'ouvrage ou souvent les demandeurs, les commanditaires nous disent attention, oui vous allez gagner du temps, c'est quand même super, etc. Oui, le BIM et les autres... outils de gestion, de conception d'un bâtiment ou de maintenance, ce sont, je pense, un vrai progrès. En revanche, il y a encore une grande manque de culture à ce niveau-là parce que les gens ne savent pas. Donc en fait, ils se disent je voudrais du BIM, je voudrais ci, je voudrais ça, mais ils ne savent pas les raisons pour lesquelles il faut le faire. Et donc du coup, on se retrouve à penser un bâtiment hyper évolutif dans cette rame informatique, très lourd, très contraignant à concevoir et au final pour avoir un outil qui n'est utilisé encore que par peu grand monde. Donc on est dans une période encore un petit peu complexée où il faut faire les choses parce que c'est à la mode, mais on ne sait pas les raisons pour lesquelles il faut les faire. Et donc nous, les archives, finalement, on est un peu perdus et on doit le faire parce que ça fait partie du contrat et en même temps, on aimerait que ce travail qu'on a imaginé fasse progresser et non pas qu'il ne fasse pas perdre du temps. Mais ça, c'est juste une question de réglage, je pense. Effectivement, le maître d'ouvrage, pour certains, je n'aimerais pas généraliser, mais pour certains, demande d'avoir des images parce qu'effectivement l'image elle diffuse énormément d'informations et cette image-là elle ne doit pas parler simplement d'architecture, elle doit parler aussi d'habitants et donc il y a toujours cette discussion finale des rendus où il faut modifier le profil des habitants qui vont vivre pour que ce soit politiquement correct. Mais ça c'est important parce que finalement le débat porte plus dans nos perspectives sur les personnes qui habitent et qui sont représentées. Donc la notion de représentation, de stigmatisation, de clichés un peu. Dans une habitation à loyer modéré, donc on va mettre ce genre de personnes et puis par contre dans un quartier riche, dans parisien, tu mettras ce genre de personnes. Et effectivement malheureusement on est... un peu contraint d'être dans cette image un peu galvaudée où on doit perdre du temps à rentrer dans ces clichés. Suffisamment important pour que je puisse en parler. Après, oui, il y a des donneurs qui ont besoin de voir l'image pour la comprendre, plus que d'autres qui ont besoin de lire pour comprendre. Et je vois la réaction des maîtres d'ouvrage en fonction, je dirais, de la génération, et des générations qui aiment lire et des générations qui sont un peu fugaces et qui ont besoin de vite comprendre à travers juste une ou deux clichés ou images. Il y a le greenwashing dont on parle beaucoup, c'est-à-dire si tu mets trop de végétation, on n'y croit pas parce qu'on sait très bien et les maires s'en méfient. Ils ont raison parce que c'est vrai qu'il y a eu des effets de mode où il fallait mettre beaucoup de végétation pour rendre des projets exotiques en plein Paris où donc ça devient effectivement on est plus vigilant par rapport à ça. Et puis il y a des perspectives et des images qui vendent une poésie, qui vendent une intention, une esquisse, et je pense qu'ils communiquent bien plus et qui laissent plus à voir que des images hyper réalistes, commerciales et marketing qu'on ne supporte pas, nous les architectes, et effectivement qui font peut-être plus facilement rêver les élus, moins facilement rêver les architectes. Alors pourquoi ce gap? C'est assez étonnant. On a eu récemment un rendu où on nous a demandé de rendre tout en noir et blanc parce qu'effectivement il y avait une inclinaison à dépenser beaucoup d'argent dans le marketing et en fait le maire a dit j'en ai marre, je veux un rendu en noir et blanc, les images en noir et blanc, et ça nous a beaucoup plu parce que finalement ça donnait une intention différente.
Je considère que les architectes, nous sommes des photographes qui jouons du temps. C'est-à-dire la notion de temps, elle est extrêmement importante. Quand tu prends une photo, tu figes un moment. Quand tu construis un bâtiment, quand tu dessines un bâtiment, ce bâtiment, il est figé forcément par sa définition et en même temps, il vit à travers les usages, à travers les saisons, etc. Et je suis une photographe, je pense, frustrée. C'est-à-dire qu'à travers l'architecture, j'aime bien figer de manière un peu poétique un ou deux bâtiments quand on le dessinait. Et donc le noir et blanc, le rapport au noir et blanc, il est super parce qu'il permet effectivement de figer et peut-être de révéler un peu l'essence, alors c'est peut-être un peu du premier degré, mais de révéler l'essence, le profil, le profil du bâtiment et de figer l'instant qu'on aime quand on passe dans une rue et qu'on voit un bâtiment qui nous plaît ou qu'on a un coup de foudre sur quelque chose. Une architecture désirée, désirable, moi j'adore ce nom. C'est une architecture qui doit rendre les gens heureux. Et effectivement, désirable, ça veut dire qu'il y a une capacité de séduire, c'est-à-dire que les gens puissent évoluer à l'intérieur et s'émanciper. C'est une architecture qui est capable, qui est résiliente, qui doit s'adapter aux saisons, qui doit s'adapter à la lumière, qui doit s'adapter aux usages, qui doit, au bout de 10 ans, se recycler, se réinventer une autre fonction, etc. Ça, c'est une architecture désirable. Il n'y a rien de mieux que d'abandonner un bâtiment et de le retrouver 10 ans après, de lui redonner une nouvelle fonction et on se rend compte qu'en fait, il y a une capacité incroyable de réinvestir. Donc, elle est désirable. C'est un peu comme finalement un vieux couple, mais finalement on arrive à vivre longtemps avec quelqu'un parce qu'on le trouve toujours désirable. En tout cas, c'est mon cas. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Abvent, Facebook, LinkedIn, Twitter pour découvrir les podcasts à venir.